Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Je suis super contente de vous retrouver pour notre rendez-vous littéraire. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous faire découvrir un recueil de contes de Oscar Wilde, l'écrivain irlandais bien sûr, qui s'appelle Une maison de grenade. Ça a été publié en 1891 et en fait c'est la suite d'un autre recueil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le prince heureux et autres contes qui avait été publié en 1888. Alors, parmi ces contes, on va retrouver le conte du jeune roi, l'anniversaire de l'infante également, le pêcheur et son âme, et puis l'enfant de l'étoile. Donc, on va commencer par le premier conte qui s'appelle Le jeune roi. Vous le connaissez peut-être à part, en dehors du recueil. C'est un conte assez bref qui raconte 3 rêves, les rêves successifs d'un jeune homme de 16 ans, juste avant le jour de son grand couronnement royal. Un roi qui était particulièrement sensible à la beauté et à l'art, vous le verrez. C'est donc le premier récit, c'est un récit que Wilde avait écrit notamment pour ses enfants, donc un récit d'apprentissage qui vraiment donne une certaine leçon de vie, qui a une portée philosophique assez morale. Écoutez, je ne vous en dis pas plus, on va commencer tout de suite la lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux avec le hashtag VBN, à me poser des questions, à me conseiller d'autres lectures de Wilde ou autres d'ailleurs. Allons-y. Le jeune roi. C'était le soir qui précédait le jour fixé pour son couronnement, et le jeune roi était assis tout seul dans sa magnifique chambre. Ses courtisans avaient tous pris congé de lui, inclinant la tête jusqu'au sol selon l'usage cérémonieux du temps, et s'étaient retirés dans le grand salon du palais pour recevoir quelques dernières leçons du professeur d'étiquette. Certains d'entre eux conservaient en effet des façons fort naturelles, ce qui, pour un courtisan, constitue, ai-je besoin de le dire, une faute des plus graves. Le jouvenceau, car ce n'était qu'un jouvenceau âgé de 16 ans seulement, n'était pas fâché de leur départ. Il s'était rejeté, en poussant un profond soupir de soulagement, sur les coussins moelleux de son divan brodé et restait allongé, l'œil farouche et la bouche ouverte, tel un faune brun des bois ou quelque jeune animal de la forêt que les chasseurs viennent de prendre au piège. Et de fait, c'étaient les chasseurs qui l'avaient trouvé. Ils étaient tombés sur lui presque par hasard, alors que, les membres nus et le pipeau à la main, il suivait le troupeau du pauvre chevrier qu'il avait élevé et dont il avait toujours imaginé être le fils. Enfant de la fille unique du vieux roi, issu du mariage secret de celle-ci avec un individu très au-dessous de sa condition, un étranger, disaient certains, qui, par la merveilleuse magie de son jeu de lutte, s'était fait aimer de la jeune princesse, tandis que d'autres évoquaient un artiste de Rimini à qui la princesse avait fait beaucoup d'honneur, peut-être beaucoup trop, et qui avait soudain quitté la ville en laissant dans la cathédrale son œuvre inachevée. Il avait, à peine âgé d'1 semaine, été enlevé à sa mère pendant qu'elle dormait et confié à un simple paysan et à sa femme qui étaient sans enfants et vivaient dans une partie reculée de la forêt, à plus d'une journée de cheval de la ville. La douleur, la peste, selon le certificat du médecin de la cour, ou bien encore, comme certains le murmuraient, un poison italien foudroyant administré dans une coupe de vin épicé, avait tué la pâle fille qui lui avait donné naissance, moins d'1 heure après son réveil, et, à l'heure où le messager fidèle qui avait porté l'enfant en travers de son arçon, descendait de son cheval fourbu pour frapper à la grossière porte de la hutte du chevrier, le corps de la princesse était descendu au fond d'une tombe ouverte qu'on avait creusée dans un cimetière désert, au-delà des portes de la ville. Une tombe, disait-on, où gisait aussi un autre corps, celui d'un homme d'une beauté merveilleuse, qui avait quelque chose d'étranger. Il avait les mains liées derrière le dos par une corde nouée, et bien des blessures rouges trouaient sa poitrine. Telle était, du moins, la légende qu'on se chuchotait. Ce qui est certain, c'est que sur son lit de mort, le vieux roi, fût-ce remords de son grand péché, ou simplement crainte que le royaume n'échappât pas à sa lignée, avait envoyé quérir le jouvenceau et, en présence du conseil, l'avait reconnu pour héritier. Et du premier instant qu'il avait été reconnu, il semblait avoir montré des signes de cette étrange passion pour la beauté qui était destinée à exercer une si grande influence sur la vie.
Ceux qui l'accompagnèrent jusqu'aux appartements, qui avaient été réservés pour son service, parlaient souvent du cri de plaisir qui s'était échappé de ses lèvres lorsqu'il avait découvert les atours raffinés et les riches bijoux presque sauvages avec laquelle il s'était débarrassé de sa grossière tunique de cuir et de son manteau en peau de mouton rêche. Parfois, il est vrai, la liberté de sa vie dans la forêt lui manquait, et il avait toujours tendance à s'irriter des fastidieuses cérémonies de la cour qui occupaient une si grande partie de la journée. Mais le merveilleux palais, on l'appelait Joyeuse, dont il se trouvait maintenant le seigneur, lui paraissait un nouveau monde façonné tout exprès pour son enchantement. Aussi, dès qu'il pouvait s'échapper de la table du conseil ou de la chambre d'audience, il dévalait le grand escalier aux lions de bronze doré et aux marches de porphyre éclatants pour errer de pièce en pièce, de couloir en couloir, comme s'il cherchait dans la beauté une antidote à la douleur, une sorte de remède à la maladie. Au cours de ces voyages de découverte, comme il les appelait, et pour lui c'était de vrais voyages en pays merveilleux, il lui arrivait de se faire accompagner par les pages de la cour, minces et blonds, aux manteaux flottants et aux gais rubans qui voletaient alentour. Mais le plus souvent il était seul, car il avait senti par quelque prompt instinct, qui tenait presque de la divination, que les secrets de l'art s'apprennent mieux à part soi, et que beauté, comme sagesse, chérit l'adorateur solitaire. De cette époque dataient nombre d'anecdotes curieuses le concernant. On disait qu'un gros bourgmestre, venu prononcer un discours ampoulé au nom des citoyens de la ville, l'avait surpris alors qu'il s'agenouillait en véritable adoration devant un grand tableau qu'on venait d'apporter de Venise et qui paraissait annoncer le culte de quelque dieu nouveau. En une autre occasion, il avait disparu pendant plusieurs heures. Après des recherches prolongées, on l'avait découvert au fond d'une petite chambre située dans l'une des tourelles septentrionales du palais. Il contemplait comme en transe une taille grecque où était gravée la silhouette d'Adonis. À en croire la rumeur, on l'avait vu presser ses lèvres chaudes contre le front de marbre d'une statue antique qu'on avait découverte dans le lit de la rivière à l'occasion de la construction du pont de pierre, et sur laquelle était inscrit le nom de l'esclave Bithynien d'Adrien. Il avait passé toute une nuit à noter l'effet du clair de lune sur une effigie en argent d'Endymion. Tous les matériaux rares et coûteux exerçaient, à coup sûr, une grande fascination sur lui, et, dans son désir de se le procurer, il avait expédié outre-mer de nombreux marchands, les uns pour faire le commerce de l'ambre dans les rudes peuples pêcheurs des mers du Nord, d'autres en Égypte pour y chercher cette curieuse turquoise verte qui ne se trouve que dans les tombeaux des rois et posséderait, dit-on, des propriétés magiques, d'autres en Perse pour les tapis de soie et les poteries peintes, d'autres encore en Inde pour acheter de la gaze, de l'ivoire teinté, des pierres de lune et des bracelets de jade, du bois de santal, de l'émail bleu et des châles de laine fine. Mais il s'était avant tout préoccupé de la robe qu'il devait porter lors de son couronnement, une robe tissée d'or, de la couronne sertie de rubis et des rangs et cercles de perles du sceptre. C'était d'ailleurs à cela qu'il songeait ce soir-là, allongé sur sa couche luxueuse, en regardant la grosse bûche de pain qui achevait de se consumer dans l'âtre ouvert. Les patrons, œuvre des plus fameux artistes du temps, lui avaient été soumis de nombreux mois auparavant, et sur son ordre les artisans avaient travaillé nuit et jour pour les exécuter. On avait dû battre le monde entier à la recherche de joyaux qui fussent dignes de leur ouvrage. Dans son imagination, il se voyait debout devant le maître-autel de la cathédrale, en grand habit de roi, et sur ses lèvres d'enfant errait et jouait un sourire qui donnait un vif éclat à ses yeux sombres et sylvestres. Au bout de quelque temps, il se leva de son siège et, appuyé contre le manteau sculpté de la cheminée, considéra la pièce faiblement éclairée. Les murs étaient tendus de riches tapisseries représentant le triomphe de la beauté. Une grande armoire à incrustation d'agate et de lapis lazuli occupait l'un des angles, et en face de la fenêtre se trouvait un cabinet d'un ouvrage singulier, dont les panneaux de laque étaient couverts de poudre d'or mosaïquée, et sur lequel étaient disposés de subtils gobelets en verre de Venise et une coupe d'onyx aux sombres veines. De pâles coquelicots étaient brodés sur le couvre-lit de soie. L'on eût dit qu'ils étaient tombés des mains fatiguées du sommeil, et de grands roseaux d'ivoire cannelé soutenaient le dais de velours, d'où montait comme une écume blanche
jusqu'au plafond à caissons d'argent pâli, de grosses touffes de plumes d'autruche. Un narcisse rieur, en bronze vert, tenait au-dessus de sa tête un miroir. Sur la table était posée une coupe plate en améthyste. À l'extérieur, il pouvait voir l'immense dôme de la cathédrale, telle une bulle suspendue au-dessus des maisons plongées dans l'ombre, et les sentinelles lasses qui arpentaient la terrasse embrumée au bord de la rivière. Très loin, dans un verger, un rossignol chantait. Par la fenêtre ouverte pénétrait un léger parfum de jasmin. Il rejeta en arrière les boucles brunes qui couvraient son front et, prenant un luth, laissa ses doigts courir sur les cordes. Ses paupières alourdies s'affaissèrent et une étrange langueur s'empara de lui. Jamais encore il n'avait ressenti aussi vivement et avec une joie aussi délicate la magie et le mystère des belles choses. Quand minuit sonna à l'horloge du beffroi, il frappa un timbre. Ses pages entrèrent et le déshabillèrent en grande pompe, versant de l'eau de rose sur ses mains et répandant des fleurs sur son oreiller. Quelques instants après qu'ils eurent quitté la pièce, il s'endormit. Et dans son sommeil, il fit un rêve. Voici quel fut ce rêve. Il pensait se trouver debout au milieu d'un grenier long et bas, où bruissaient et cliquetaient nombre de métiers à tisser. La chiche lumière qui perçait à travers les fenêtres grillagées lui montrait les silhouettes décharnées des tisserands penchés sur leur châssis. Des enfants pâles, d'allure maladive, étaient accroupis sur les énormes traverses. Lorsque les navettes s'élançaient à travers la chaîne, ils soulevaient les lourds battants, et quand les navettes s'arrêtaient, ils laissaient retomber les battants et pressaient les fils l'un contre l'autre. Leurs visages étaient tendus par la faim, et leurs frêles mains frissonnaient et tremblaient. Des femmes hagardes cousaient, assises à une table. Une odeur infecte envahissait toute la pièce. L'air était vicié, lourd, les murs suintaient d'humidité. Le jeune roi se dirigea vers l'un des tisserands, s'installa à ses côtés et le regarda faire. Le tisserand le regarda avec colère et dit « Qu'avez-vous à m'observer ? Êtes-vous un espion que notre maître a envoyé ?»« Qui est votre maître ?» demanda le jeune roi. « Notre maître ?» s'écria le tisserand avec amertume. « C'était un homme tout comme moi. À la vérité, il n'y a entre nous que cette différence. Il porte de beaux habits tandis que je suis couvert de haillons, et tandis que je suis affaibli par la faim, ces excès de table font excessivement souffrir. »« Ce pays est libre, dit le jeune roi, et vous n'êtes l'esclave de personne. »« À la guerre, répondit le tisserand, les forts réduisent les faibles en esclavage. En temps de paix, les riches font des pauvres leurs esclaves. Nous devons travailler pour vivre, et les salaires qu'ils nous accordent sont si faibles que nous périssons. Nous trimons pour eux tout le jour, bâillant, et ils entassent de l'or dans leurs coffres. Nos enfants dépérissent avant l'heure. Les visages de ceux que nous aimons deviennent durs et mauvais. Nous foulons les raisins, un autre boit le vin. Nous semons le grain, mais notre table est vide. Nous semons le grain, mais notre table est vide, oui, je viens de le dire. Nous portons des chaînes invisibles à l'œil. On nous dit libres, mais nous sommes esclaves. « En est-il ainsi de tout le monde ?» demanda le jeune roi. « De tout le monde, répondit le tisserand. Des jeunes comme des vieux, des femmes comme des hommes, des petits enfants comme de ceux qui sont chargés d'années. Les marchands nous pressurent, et il nous faut nous soumettre à leurs lois. Le prêtre passe à cheval, dit son rosaire, et personne ne se soucie de nous. Par nos rues sans soleil rôde la pauvreté aux yeux affamés, et le péché au visage boursouflé la suit de près. La misère nous éveille au matin, le soir la honte s'assied à nos côtés. Mais que vous importe ? Vous n'êtes pas l'un de nous. Votre visage est trop gai. » Là-dessus, il se détourna, l'air maussade, et lança la navette en travers du métier. Le jeune roi vit qu'un fil d'or y était enfilé. Une grande frayeur le saisit, et il demanda au tisserand « Quelle est cette robe que vous tissez là ?»« C'est la robe du couronnement du jeune, répondit-il. Mais que vous importe ? » Le jeune roi poussa un grand cri, s'éveilla, et voilà qu'il se trouvait dans sa propre chambre. À travers la fenêtre, il vit la grande lune couleur de miel suspendue dans l'air sombre. Et il s'endormit de nouveau et se mit à rêver.
Voici quel fut son rêve. Il lui semblait qu'il était allongé sur le pont d'une immense galère qu'une centaine d'esclaves faisaient avancer à force de rames. Sur un tapis, tout près de lui, était assis le patron de la galère. Il était d'un noir d'ébène, et son turban était de soie cramoisie. De grandes boucles d'argent étiraient ses épais lobes d'oreilles. Dans ses mains, il tenait une balance d'ivoire à 2 plateaux. Les esclaves étaient nus, sauf un morceau de tissu qui leur couvrait les reins. Chaque homme était enchaîné à son voisin. Le soleil ardent les frappait de plein fouet, et le long de la coursive couraient les nègres qui les battaient à coups de nerfs de bœuf. Ils étiraient leurs maigres bras et pesaient, à travers l'eau, sur les lourds avirons. Le plat des avirons faisait voler l'écume salée. Ils finirent par atteindre une petite crique et lancèrent des sondes. Une légère brise soufflait depuis le rivage, couvrant le pont et la grand-voile d'une fine poussière rouge. 3 Arabes, montés sur des ânes sauvages, firent leur apparition. Ils leur lancèrent des javelots. Le patron de la galère prit dans sa main un arc bariolé et transperça la gorge de l'un des Arabes qui tomba lourdement sur le sol. Ses compagnons s'enfuirent au galop. Une femme enveloppée d'un voile jaune les suivait au palan d'un chameau, jetant de temps à autre un regard au cadavre. Dès qu'ils eurent jeté l'ancre et cargué la voile, les nègres descendirent dans la cale dont ils rapportèrent une longue échelle de corde lourdement lestée de plomb. Le patron de la galère la jeta par-dessus bord et en attacha les extrémités à 2 étais de fer. Puis les nègres se saisirent du plus jeune des esclaves, auquel ils retirèrent ses fers avant d'emplir de cire ses narines et ses oreilles, et de lui attacher une grosse pierre autour de la taille. D'un air las, il descendit l'échelle et disparut dans la mer. Quelques bulles s'élevèrent à l'endroit où il avait plongé. Certains des autres esclaves regardaient avec curiosité par-dessus le bastingage. À la proue de la galère était assis un charmeur de requins qui frappait un tambour à coups de monotone. Au bout d'un moment, le plongeur sortit de l'eau et, tout pantelant, agrippa l'échelle. Il tenait une perle dans sa main droite. Les nègres s'en emparèrent et le rejetèrent à la mer. Les esclaves s'étaient endormis sur leurs avirons. Il revint encore et encore, rapportant chaque fois une perle magnifique. Le patron de la galère les pesait et les mettait dans un petit sac de cuir vert. Le jeune roi essaya de parler, mais sa langue paraissait collée à la voûte du palais et ses lèvres refusaient de bouger. Les nègres qui bavardaient entre eux se prirent de quelques querelles à propos d'un collier aux grains brillants. 2 grues volaient en cercle autour du bateau. Et puis le plongeur remonta pour la dernière fois. La perle qu'il tenait à la main était plus belle que toutes les perles d'Ormuz, car elle avait la forme d'une pleine lune et était plus blanche que l'étoile du matin. Mais le visage du plongeur était d'une pâleur étrange, et lorsqu'il s'affaissa sur le pont, du sang jaillit de ses oreilles et de son nez. Il frissonna un instant, puis ne bougea plus. Les nègres haussèrent les épaules et jetèrent le cadavre par-dessus bord. Le patron de la galère se mit à rire et tendit le bras pour prendre la perle. Quand il l'eut regardée, il la pressa contre son front et s'inclina. « Cette perle sera pour le sceptre du jeune roi », dit-il avant de faire signe aux nègres de tirer l'échelle. Lorsque le jeune roi entendit cela, il poussa un grand cri et se réveilla. Par la fenêtre, il vit les longs doigts gris de l'aube qui s'agrippaient aux étoiles pâlissantes. Et il s'endormit de nouveau et se mit à rêver. Voici quel fut son rêve. Il lui sembla qu'il errait à travers un bois sombre où pendaient d'étranges fruits et de magnifiques fleurs vénéneuses. Les vipères sifflèrent lorsqu'il passa près d'elles, et les perroquets flamboyants volèrent de branche en branche en poussant des cris. D'énormes tortues dormaient sur la vase chaude. Les arbres étaient pleins de singes et de paons. Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il eût atteint la lisière du bois, et là, il vit une immense multitude d'hommes qui travaillaient dans le lit d'une rivière à sec. Ils grouillaient tels des fourmis le long des pentes. Ils creusaient de profonds puits dans le sol et y descendaient. Certains d'entre eux fendaient les rochers à l'aide de grosses haches. D'autres fouissaient le sable. Ils arrachaient les cactus par la racine et piétinaient les fleurs écarlates. Ils se hâtaient, se hélant les uns et les autres. Aucun homme ne restait oisif. Du profond d'une caverne les observaient trépas et convoitises.
Trépas dit « Je suis fatiguée, donne-moi un tiers et laisse-moi partir. » Mais Convoitise secoua la tête. « Ce sont mes serviteurs, répondit-elle. Et Trépas lui dit « Qu'as-tu dans la main ?»« J'ai 3 grains de blé, répondit-elle. « Que t'importe ?»« Donne-moi un que je planterai dans mon jardin, l'implora Trépas. Rien qu'un, et je m'en irai. »« Je ne te donnerai rien, dit Convoitise en dissimulant sa main dans le pli de son vêtement. Et Trépas se mit à rire. Il prit une coupe, la plongea dans une flaque d'eau, et de la coupe s'éleva une fièvre qui parcourut l'immense multitude jusqu'à ce que le tiers en eût disparu. Un froid brouillard l'accompagnait, et les serpents d'eau se pressaient à ses côtés. Lorsque Convoitise vit qu'un tiers de la multitude était mort, elle se frappa la poitrine et pleura. Elle frappait son sein stérile et criait à tous les échos. « Tu as assassiné un tiers de mes serviteurs. Va-t'en. Il est en guerre dans les montagnes de Tartarie. Les 2 rois t'appellent. Les Afghans ont tué le bœuf noir et marchent à la bataille. Ils ont framé les boucliers de leurs lances et coiffé leur casque de fer. Que t'importe ma vallée pour que tu t'y attardes? Va-t'en et ne reviens plus jamais ici. » « Non, répondit Trépas. Tant que tu ne m'auras pas donné un grain de blé, je ne m'en irai pas. » Mais Convoitise ferma son poing et grinça des dents. « Je ne te donnerai rien, murmura-t-elle. Et Trépas se mit à rire. Il souva une pierre noire qu'il jeta dans le bois, et d'un buisson de ciguës sauvages s'éleva la fièvre dans une robe de flamme qui passa parmi la multitude et la toucha. Tous ceux qu'elle touchait mouraient. L'herbe sous ses pieds se desséchait à son passage. Voilà, c'était La Maison de Grenade de Oscar Wilde. C'était un recueil de contes et nous avons découvert ensemble le tout premier conte qui s'appelle Le Jeune Roi. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec moi, car moi j'ai adoré vous faire cette lecture. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des petits mots et à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux avec le hashtag VBN. Et surtout, restez avec moi puisque tout de suite, je continue cette lecture pour vous. On reste ensemble jusqu'au bout de la nuit. Belle nuit littéraire à vous, à très vite. Ciao.